Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous savoir toujours nombreux devant vos petits écrans pour suivre encore une émission préférée de vous, je le pense bien, Défi politique. Et aujourd'hui, nous avons la deuxième édition et nous recevons quelqu'un de particulier. Donc, il s'agit de notre sœur, notre amie, notre camarade, Madame Claudine Mamona-Culin. C'est une personne assez particulière, très investie dans le combat et aujourd'hui, elle va essayer de nous en dire un peu plus. Bonjour Claudine. Bonjour Damien, merci beaucoup en tout cas de l'invitation, je me sens très honorée. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne. Vraiment, je vous salue et que moi étant aussi chrétienne, que Dieu vous bénisse. Ok, Dieu nous bénisse. C'est un réel plaisir en fait de t'accueillir sur le plateau de EDTV. C'est parce qu'il y a quelque chose de particulier avec toi. C'est que on constate que tu as un investissement assez percutant dans le combat politique par rapport à la libération du Congo. Mais on voit que tu es blanche, tu es européenne, et on n'arrive vraiment pas à comprendre c'est quoi qui motive, c'est quoi qui justifie cet élan patriotique que tu as par rapport au Congo. Merci Damien. Bon, effectivement, c'est une très bonne question. Qui nécessite, j'allais dire, quelques explications. C'est vrai que, bon, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion déjà de suivre certaines émissions que j'ai faites, je suis effectivement, comme tu l'as dit, blanche à 100%, même 200%, à ma connaissance. Tu es de quelle nationalité, toi, en fait? Justement, donc à ma connaissance, puisque, bon, mon père, c'est vrai que lui-même, ses origines, on ne les connaît pas très bien, ses origines biologiques, donc peut-être que dans sa lignée quelque part, il y a eu un Congolais, qui sait. Mais en tout cas, à ce que nous connaissons, je suis donc d'origine franco-autrichienne. C'est-à-dire mon père est français, ma mère est autrichienne. Donc, comme je le dis, vraiment, Makila Yabamindele. Donc, le sang vraiment européen, blanc, à 100%. Oui, mais qu'est-ce qui justifie cet attachement? C'est comme s'il y avait un cordon ombilical invisible entre toi et le Congo. C'est quoi qui justifie ça? Alors, c'est vrai que c'est une longue histoire. Je ne vais peut-être pas refaire tout l'historique parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais c'est vrai que cet amour, comme je dis, que j'ai pour ce pays, qui est aujourd'hui devenu le mien, c'est quelque chose qui a commencé dans ma jeunesse. Je l'avais déjà expliqué, j'étais donc à Vienne, au lycée français de Vienne, et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois de ma vie ce qu'on appelait à l'époque les Aïrois. Et donc, comment expliquer qu'est-ce qui a fait que, comme on dit, les choses ont... Je veux dire, c'est comme un coup de foudre en fait. Je peux dire, c'est là que l'histoire a commencé. Bon, ça, Dieu seul connaît. Dieu seul sait pourquoi il donne à telle personne une attirance pour telle chose, quelle est la mission aussi que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Et c'est là où mon histoire avec le Congo a commencé. Donc, comme je le disais, c'est la première fois que j'ai eu affaire à des Aïrois. Alors bon, dans un premier temps, effectivement, il s'agissait surtout de diplomates, puisque bon, à Vienne, au lycée français, les gens qui fréquentaient le lycée français, c'était les enfants de diplomates. Donc c'est, je dirais, le premier contact que j'ai eu. Ensuite, à l'époque, comme on dit, on est tous plus ou moins d'origine catholique, entre guillemets. Donc c'est vrai que la paroisse francophone en Autriche était dirigée par un prêtre français, mais ceux qui animaient la paroisse, ceux qui mettaient, comme on dit, l'ambiance dans la paroisse, c'était donc à nouveau les Aïrois. Et donc voilà, donc mon histoire a commencé à ce moment-là. Et au fur et à mesure, évidemment, les choses ont évolué, j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu connaître cette culture. Et donc, comme tu le sais, la culture, pour connaître une culture, ça passe par la langue. Sans maîtriser la langue de la culture qui t'intéresse, tu n'iras pas loin. Donc, mon objectif a été, une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat, entre autres, de trouver des cours de lingala. Donc je pensais que des cours de lingala, c'était comme des cours de néerlandais, comme des cours d'anglais, que voilà, il suffit de trouver un institut qui offre ces cours-là. Et j'allais dire, j'ai eu la chance, mais enfin, la chance, moi aujourd'hui en tant que chrétienne, je sais que c'était le plan de Dieu, la volonté de Dieu, parce qu'effectivement, lorsque je suis retournée à Paris pour faire mes études à l'université, j'ai trouvé un institut universitaire qu'on appelle l'INALCO, les Langues-Eaux. C'est un institut en fait qui au départ formait les futurs diplomates français qui allaient partir en mission, et puis c'est devenu avec le temps un institut universitaire. Et dans cet institut universitaire, il y avait un département, je veux dire, de ce qu'on appelle études bantou.
Et dans le cadre de ce département, il y avait des cours de langue. Et entre autres, des cours de Swahili et des cours de Lingala. Et c'est comme ça que j'allais dire, les choses ont commencé. Donc j'ai appris le Lingala et le Swahili, mais en me focalisant évidemment bien sûr sur le Lingala. Et comme je le disais, le professeur qui nous enseignait à l'époque, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, c'était un professeur congolais, mais congolais de Brazzaville, il s'appelait Monsieur Nzokanga. C'était un passionné de la musique congolaise, de la culture congolaise. C'est-à-dire qu'il nous a appris le Lingala au travers des textes, j'allais dire de toutes les chansons, mais pas les chansons, j'allais dire, bon, rien à voir avec la musique d'aujourd'hui, mais là, je veux dire les grands, j'allais dire les textes des grands chanteurs, donc l'époque Grand Calais, l'époque, je veux dire, les Bantous de la capitale, c'est vrai qu'ils étaient à Brazzaville, mais comme par exemple Franco, comme Rochereau, la Frisa, donc la Frisa internationale. Tu as été toi-même artiste un peu, non? Alors, voilà, bon, c'est pourquoi je dis, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies. J'ai effectivement eu un passage, comme on dit, j'ai eu un passage artistique dans le milieu congolais, parce que j'ai d'abord commencé en tant que danseuse. J'ai été formée par Abeti Masikini, qui a commencé donc avec moi, je dirais, à me former en tant que danseuse. Puis j'ai fait la connaissance aussi de Chalamwana, où j'ai eu quelques notions, entre guillemets, de Moutouache. Et puis bon, j'ai ensuite par ailleurs fait, j'allais dire, l'école normale de musique à Paris, c'est-à-dire ma formation était plutôt classique au départ, en chant, je le dis bien en chant. Et puis bon, j'ai fait une école de spectacle et c'est à ce moment-là qu'effectivement j'avais rencontré Taboulé, qui a voulu me former également. Il m'a pris dans l'équipe, donc dans la Frisa, avec une condition spéciale qui était celle de dire, ok, je vais te former. Il a même été parlé à mes parents. Il est venu jusqu'à chez moi, comme on dit, au fan du sanga na salon na papa na maman na. Donc il est venu au salon, parler à mon père et à ma mère. Je me rappellerai toujours de cette scène pour dire voilà, je voudrais prendre votre enfant, etc. Enfin travailler avec elle. Mais il m'avait donné une condition à l'époque qui était si tu travailles avec moi, je ne veux pas te voir travailler avec qui que ce soit d'autre et je ne veux pas surtout te voir sortir, comme on dit, c'est-à-dire je ne veux pas te voir chanter quelque part. Alors, et j'étais très jeune à l'époque, alors tu penses bien que cette règle-là, je ne l'ai pas suivie. Donc à l'époque, il y avait un bar qu'on appelait le Parikin, un Ghana, donc à Paris, et donc il y avait les musiciens comme les musiciens de Grands Zaïko, notamment Nzenze, d'autres, etc., qui jouaient là-bas, et puis il y avait aussi une autre chanteuse, et évidemment l'attrait, j'allais dire, était trop grand. Là, je n'ai pas su résister lorsqu'on m'a dit, mais viens chanter avec nous, etc. Donc, j'ai commencé à chanter dans ce Nganda. Et là, tu penses bien qu'évidemment, Taboulé, quand il a appris ça, il était très fâché. Mais on a gardé les liens, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, de toute façon, tu restes ma fille, parce qu'il m'a toujours considérée comme sa fille. Et donc, il a dit, ok, tu restes avec nous, tu es dans l'orchestre, mais bon, tous les plans que j'avais prévus avec toi, elles sont annulées. Donc, ce qui fait que j'ai fait quand même la tournée, je crois que c'était dans les années... je ne sais plus, 90, si je me souviens plus très bien, lorsque, à la mort de Franco, on était venu faire un concert à Bruxelles, à la place de la Madeleine. Et donc, j'étais en fait venue avec lui dans cette tournée. C'est d'ailleurs à cette tournée-là que mon ami que j'aime beaucoup, Béoussiel, ma sœur qui est aujourd'hui vraiment une grande servante de Dieu, avait quitté l'orchestre. Et donc... j'étais donc venue, mais bon, voilà, je n'ai pas participé, en tant que, je veux dire, je n'ai pas chanté ou quoi que ce soit, je n'ai même pas d'ailleurs dansé, donc j'étais juste là. Donc après ça, effectivement, ma carrière, j'allais dire, d'artiste, entre guillemets, bon, n'a pas duré longtemps, enfin si on peut parler de carrière d'artiste, parce que pour moi, j'appelle ça plutôt, ce n'était pas du professionnalisme, c'était oui, mais il y a eu quand même une influence assez active de tout ce qui est culture musicale congolaise sur toi. Oui. Mais maintenant, notre préoccupation, parce qu'on parle de défis politiques, on va revenir encore sur ta vie artistique qui est assez enrichissante, mais moi, je voudrais savoir à quel moment qu'il y a eu ce déclic pour en fait te lancer dans la politique et particulièrement l'histoire congolaise. Alors voilà, donc comme je le disais, je saute pas mal d'étapes, ensuite je suis devenue chrétienne, etc. Bon. Et c'est vrai que la conscience politique, il faut dire que la politique, c'est quelque chose, j'allais dire, dans lequel je suis née avec. Je suis issue d'une famille, entre guillemets, où la politique, c'est un virus. Mon père est un politicien, entre autres, c'est un grand universitaire, mais c'est également quelqu'un qui est très actif dans la politique. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai toujours été intéressée par la politique. Alors déjà à l'époque, je me souviens, lorsque j'étais étudiante, on était avec l'Union des étudiants zaïrois, avec certaines personnes qui étaient dans l'opposition à l'époque. On faisait déjà des marches. Je me rappelle d'une marche en 88 contre Mobutu. On avait manifesté devant l'ambassade. Ça a été, j'allais dire, mes premiers pas
en politique, enfin en politique congolaise, si je peux le dire ainsi. Et puis effectivement, bon, les choses ont continué. À un moment donné, je me suis retrouvée en Allemagne. En Allemagne, j'ai été membre à l'époque du MNC. Le MNC, MNC, Parti nationaliste congolais. C'était à l'époque dirigé par M. Lambert Mende. Ok, curieusement. Curieusement. Donc, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Effectivement, j'ai été membre de ce parti. J'ai encore ma carte de parti. Donc, j'ai été actif, effectivement, à l'intérieur de ce parti. J'ai aussi fait un passage, comme on dit, comme tout le monde, j'allais dire, dans l'UDPS. Hein, j'allais dire que toute personne, entre guillemets, enfin, opposant ou quelqu'un qui fait la politique, à quelque part, à un moment donné dans sa vie... Mais tu recherchais quoi, en fait? C'est-à-dire que le fait d'avoir été dans le MNC, tu es passé par l'UDPS, il y a eu, en tout cas, cet investissement dans la vie politique congolaise. Mais c'était quoi, en fait, ton objectif? Tu recherchais quoi? Alors, justement, en fait... l'objectif qui est, à l'époque, comme on dit, en plus, on était plus jeunes, c'était réellement en fait la poursuite d'un idéal. La poursuite d'un idéal qui était, je souhaitais que ce pays, le Congo, retrouve, puisque pour moi il n'a jamais vraiment existé, trouve un état de droit. C'est-à-dire qu'on se battait réellement pour ce qu'on appelait la démocratie, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. C'est vrai qu'à l'époque, le pays était sous une dictature, et l'objectif réellement du pourquoi, enfin en tout cas moi je m'engageais à l'époque, c'était réellement pour un changement, déjà à l'époque. Alors c'était un changement qu'on n'appelait pas comme on l'appelle aujourd'hui. Bon, la situation n'est quand même pas du tout la même, hein, l'époque et celle d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était déjà mes objectifs, j'allais dire, de départ. Alors ensuite, effectivement, les choses ont évolué. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants qui, eux, ont le sang congolais. Ouais. Et là, ça change aussi beaucoup de choses parce que je me bats plus simplement pour moi, entre guillemets, je me bats plus parce que j'aime ce pays, par amour pour ce pays, mais je me bats parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ces 2 enfants qui, eux, ont du sang congolais. Et demain, je souhaite qu'un jour, si demain, ils souhaitent rentrer au pays, s'ils souhaitent s'investir dans leur pays, qui est aussi leur pays. Il faut dire que mes enfants ont cette chance d'avoir 4 cultures. Ils ont 4 nationalités, donc d'une certaine manière, donc 3 passeports, mais 4 nationalités. Ouais. Donc à partir de là, voilà, c'est mon devoir en tant que mère, en tant que parent responsable, de pouvoir léguer à ses enfants un héritage. Oui, mais on en arrive alors évidemment à ton combat politique actuel. Aujourd'hui, tu es très active dans le combat politique, que ce soit dans les dynamiques combattantes congolaises ou que ce soit dans des mouvements politiques congolais. Moi, j'aimerais que tu puisses nous dire un peu ta lecture de la manière dont actuellement le combat politique est mené, que ce soit dans la diaspora ou alors au niveau du pays. Alors, justement, avant de répondre, je veux juste rajouter qu'aujourd'hui, je dis, la situation est pour moi plus que grave. Elle est réellement catastrophique. Parce que tu vois, ce qu'on a vécu dans les années 80, 90, j'allais dire, c'est une dictature. On se battait contre cette dictature. Oui. Mais nous étions face, j'allais dire, à une dictature congolaise. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre état des choses. Nous sommes dans une occupation. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Congo est un pays occupé. Alors, il faut évidemment, j'allais dire, faire attention, ne pas faire un amalgame dans le sens où, bon, c'est parfois ce que je vois, l'erreur que l'on fait, c'est qu'il ne faut pas confondre, quand on dit par exemple occupation, elle est claire, c'est une occupation rwandaise aujourd'hui. Mais ne confondons pas l'occupation rwandaise qui concerne une minorité de personnes, c'est-à-dire ce sont quelques individus qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays, et la population, je veux dire, rwandaise dans son ensemble, qui n'a rien à voir, je veux dire, avec cela. Donc, il ne faut pas se tromper non plus, je veux dire, de cible. Notre cible, ce sont toutes ces personnes qui sont en train de détruire à l'heure actuelle le Congo, contre lesquelles, justement, nous nous battons, parce que nous voulons d'abord libérer ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays, aujourd'hui, retrouve sa souveraineté. Que ça soit, que demain, ceux qui seront à la tête de ce pays soient des Congolais. Et non plus des étrangers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais avant tout des Congolais. Donc ça, c'est la première des choses. Donc je veux dire, la libération dont on parle, ou la résistance dont nous parlons, nous avons des exemples, pour ceux qui connaissent l'histoire, savent ce qu'est la résistance. C'est une situation très différente que lorsque l'on est face à des gens qui sont des autochtones, vous voyez, contre lesquels peut-être on peut se battre parce qu'on n'est pas du même avis ou qu'on n'a pas la même définition politique des choses. Donc ça, c'est la première des choses. Tu as parlé de la résistance et tu mets plus en évidence
l'occupation rwandaise. Mais aujourd'hui, le Congo quand même est occupé aussi par toutes ces multinationales, toute cette main invisible internationale qui en fait, elle, est à la base de beaucoup de choses. J'en viens. Ouais. C'est ce que je veux dire. Quand je parle, pourquoi j'ai insisté sur ça? Parce qu'on fait cet amalgame aujourd'hui entre l'occupation, comme je dis, de rwandaise par quelques individus et tout le Rwanda. Vous voyez, je ne veux pas qu'on tombe dans les extrémismes non plus. On va commencer à faire comme certains font la chasse au Rwandais, etc. Ce qui est une aberration. Parce que mon voisin rwandais, j'ai beaucoup d'amis rwandais que j'aime énormément, n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Donc, quand je parle d'occupation rwandaise, effectivement, ce n'est que, j'allais dire, la face immergée de l'iceberg. Nous sommes bien conscients que cette occupation dont nous parlons aujourd'hui, elle a des racines bien plus profondes. J'allais dire, les Rwandais, entre guillemets, ne sont que des prétextes, que j'allais dire, des portes, comment dirais-je, comment on dit, enfin des gens que l'on met en avant, mais ce qu'il y a en amont, effectivement, j'allais dire, la libération pour laquelle nous nous battons, elle est bien plus profonde que ça, parce que c'est une libération d'un système, et ce système, c'est un système, effectivement, moi que j'appelle néocolonialiste, qui est effectivement certains groupements, groupuscules, je veux dire, enfin, comment dirais-je, firmes, compagnies internationales, mafieuses, etc. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, sont derrière tout ce qui se passe, et c'est la libération de tout cela qui est le vrai combat. Oui, mais quel est selon toi les remèdes? Parce que là, la libération, tu en parles sur les deux axes. Hein, c'est-à-dire que la partie visible de l'iceberg, qui est un peu ces marionnettes qu'on voit, et derrière, il y a quand même une force internationale qui joue les cartes les plus sérieuses. Mais quels sont selon toi les remèdes pour arriver à réussir la libération totale du Congo? Alors, c'est justement ce que je disais. Donc ça, c'est une première chose, d'accord? Cette analyse que je fais ou bien que je partage avec toi. Alors, en ce qui concerne les remèdes, évidemment, il y a des choses que nous pouvons dire ici, et puis il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. C'est clair. Nous sommes dans le cadre, dans tout combat, dans la résistance, il y a ce qu'on appelle les stratégies, et voilà. Alors, c'est vrai qu'effectivement, nous devons réfléchir d'abord sur des stratégies, j'allais dire, je veux dire, enfin, non seulement des bonnes stratégies, mais des stratégies concrètes, efficaces. Donc, nous nous réunissons, entre guillemets, disons, nous essayons de nous réunir avec des personnes compétentes, n'est-ce pas, qui ont des propositions à faire dans ce sens-là, pour voir effectivement ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, je veux dire, si on commence à énumérer tout ce qu'on peut faire, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. La première chose, effectivement, c'est ce que déjà beaucoup de nos frères et sœurs ont déjà commencé, c'est ce qu'on appelle la conscientisation. C'est-à-dire de faire prendre conscience aux Congolais d'abord, mais moi je dis pas simplement aux Congolais, à tout étranger, tout ami du Congo, de la réelle situation, de ce que nous parlons, cette situation de... Mais les Congolais dont tu parles, c'est uniquement les Congolais qui sont au Congo, ou les Congolais de la diaspora sont concernés par cette conscientisation? Évidemment, je vais dire, de par le fait que nous sommes, et moi je suis dans la diaspora, c'est clair que dans un premier temps, je dois conscientiser celui qui est mon plus proche voisin. Donc, tu penses qu'ils ne sont pas suffisamment conscientisés dans la diaspora? Alors juste, dans la diaspora, effectivement, comme je dis, il y a un travail qui a été fait, un grand travail, et vraiment, je ne peux que féliciter ceux qui ont fait ce travail, mais il n'est pas terminé. Il y a encore une grande partie de Congolais dans la diaspora qui ne sont pas assez conscientisés. Quand je dis conscientiser, c'est conscientiser des réels enjeux. Vous voyez, c'est pas conscientiser, ouais, Kabila dégage, etc., comme tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, etc. C'est réellement comprendre les véritables enjeux. Et là, ça, puisque tu me demandais aussi d'aller peut-être dire que vois-tu, quelle est ton analyse par rapport à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Ça, pour moi, c'est un point sur lequel il faut insister. Pour moi, la conscientisation des réels enjeux, elle n'est pas encore assez répandue. Donc ça, c'est un premier travail. Bien sûr que la diaspora seule, j'allais dire c'est important, mais ce n'est pas suffisant. La diaspora seule ne peut rien faire, comprenons-nous bien. Je veux dire, elle ne peut être que pleinement efficace si c'est accompagné avec effectivement nos frères et sœurs qui sont au pays, parce que ce sont les premiers concernés. Comment organiser une conscientisation des personnes qui sont en fait dans une situation de paupérisation, d'aliénation profonde? Comment, à 8000 km, organiser la conscientisation d'un tel peuple? Alors, c'est là où je dis que nous avons des stratégies, et franchement, je n'aimerais pas, pour l'instant, les dévoiler ici.
d'une manière générale, une conscientisation peut se faire à travers des actes. Hein. Il y a des choses qu'on peut dire, j'allais dire, ça ne nous engage pas, qui sont effectivement faire des actions de conscientisation. Ok, je ne vais pas te pousser à pouvoir, je ne veux pas te tirer les verres du nez, parce que je comprends qu'il y a plusieurs choses de stratégiques. Il y a des choses stratégiques qui doivent rester. Je sais que tu comprends ça parfaitement, dans le sens où, voilà, mais c'est vrai, comment ça peut se faire à travers des actions d'éducation, à travers des actions organisées, je ne sais pas moi, des conférences, etc. Bon, il y a beaucoup de moyens, je veux dire, de faire ce travail de conscientisation. Mais maintenant, c'est vrai que je ne te donnerai pas des éléments très concrets. Sur comment nous sommes en train de travailler vis-à-vis du Congo. Ça, je comprends ça, je ne te demanderai pas ça non plus, parce que, voilà. Donc, mais j'ai vu que tu as, on va tout doucement vers la fin, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais j'ai vu que tu as mis beaucoup d'accent sur l'occupation rwandaise et consorts, mais tu ne parles pas de la gestion calamiteuse du pays, tu ne parles pas de la gabegie financière, tu ne parles pas de toutes ces fuites de nos capitaux vers l'extérieur, tu ne parles pas de cette situation socio-économique et politique générale, en fait. Mais j'allais dire que ça, c'est une évidence même dans le sens où, lorsqu'on dit, ok, l'occupation, c'est une chose, parce qu'on n'a pas eu le temps de continuer. Mais la deuxième chose, pour que cette occupation soit efficace, il faut qu'elle ait des relais. Et les relais qu'elle a, ce sont ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces personnes qui collaborent avec ces forces étrangères. Mais ce sont les relais de cette occupation, et ces personnes-là sont des personnes qui sont corrompues, comme tu dis, qui sont certaines incompétentes, pas toutes. Il y a des gens brillants, malheureusement, parmi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou ceux qui sont aux affaires. Il y a des gens brillants, mais elles utilisent leur intelligence et leurs compétences, malheureusement, dans le mauvais sens. Donc, bien sûr que nous dénonçons et le système que nous voyons, c'est aujourd'hui, je crois qu'on a atteint des summums que, comme on dit, on a nanuto monate, comme on dit en lingala, c'est-à-dire que vraiment qu'on n'a encore jamais vu, que ce soit la gabégie, que ce soit la situation socio-économique qui est franchement une catastrophe désastreuse. Alors, d'autres vont te dire, mais non Damien, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des gens au pays, ils vivent très bien, tout va bien. Et c'est vrai, j'ai des amis qui sont rentrés au Congo, qui ont leur entreprise, qui font leurs affaires, tout est florissant. Mais lorsqu'on regarde vraiment à l'intérieur du pays, sortons de Kinshasa, allons à l'intérieur du pays, lorsqu'on regarde même dans certains quartiers à Kinshasa, on va se rendre compte que toutes ces personnes qui soi-disant ont une vie correcte, ce n'est qu'une minorité. Et que la majorité, elle est dans une souffrance indescriptible, une souffrance telle que, comme je dis, moi quand je vois certaines choses, quand on me fait part de certaines choses, je t'assure qu'il faut nakangamote maponalelate, comme on dit, c'est-à-dire que franchement, parfois, nous n'avons qu'une seule envie, c'est pleurer. Voilà, donc effectivement, la manière dont les choses sont décrites, c'est alarmant et ça fait mal au cœur, ça perturbe, ça dérange, mais comme vous l'avez avec Claudine, il y a beaucoup trop de choses sur lesquelles il y a moyen de discuter, d'élaborer en profondeur, mais comme nous avons très peu de temps, nous serons donc obligés de lui demander de dire un dernier mot aux Congolais. Et tu sais, cette émission s'appelle Défi politique. Ça veut dire qu'à l'issue de l'émission, tu dois lancer un défi politique. Ça peut être par rapport à la communauté congolaise, par rapport aux politiques locaux, par rapport à la communauté internationale. Mais il faut que ce soit un défi. Mais je te préviens qu'un jour, ça va te rattraper. Voilà. C'est quoi ton dernier mot et c'est quoi ton défi politique? J'allais dire deux choses. La première, parce que tu me demandais aussi par rapport un peu au constat, etc. Et c'est le travail, parce que bon, c'est vrai que je suis membre dans plusieurs choses, et notamment dans un groupe avec lequel nous travaillons vraiment, l'Isanga, qui est réellement de ce qu'on appelle réunir l'élite congolaise, c'est-à-dire les nouvelles élites, les personnes réellement compétentes. Alors, la chose que je constate, c'est le défi que moi je lance plutôt, c'est réellement un appel à l'unité. Je voudrais appeler tous mes frères, si je peux me permettre de le dire ainsi, mes frères et mes sœurs congolaises, où qu'elles soient de par le monde. Cette élite-là, justement, compétente, capable, outillée, je voudrais les appeler à s'unir. Parce que l'union fait la force, je pense qu'ensemble, et dans le combat et dans la résistance, c'est ce qui nous a fait souvent défaut, tu connais bien, on n'a pas besoin d'aller développer ici tout ce que nous avons connu ces dernières années. Ce qui nous fait défaut, c'est ce manque d'unité. Et moi, l'appel que je voudrais, comme je dis, lancer, le défi que je veux lancer, parce qu'on dit que le Congolais n'est pas capable de s'organiser, n'est pas capable de s'unir. Moi, je lance ce défi, parce que moi, je crois
que le Congolais est capable de faire ça, est capable de relever ce défi, de réussir réellement à s'unir, à s'organiser et à se structurer. C'est pourquoi là je regarde et je vous regarde et je vous dis, je vous lance ce défi. Et je voudrais d'ailleurs le dire en lingala parce qu'en français, baninga, banamboka, et si kanyo surtout bozali na mokili oyo, na lancé bino défi. Na lingi na benga bino pensa ici ka bozali ba compétence no surtout mututu a sentir kana compétence. Na likambo moko boye na domaine moko boye. To sangana. To sala lisanga. Voilà si je peux dire ça. Tosangana, Tosala Lisanga, c'est le défi de Claudine Mamon-Aculin. Ça a été un grand plaisir de pouvoir recevoir cette sœur, cette compatriote et cette camarade de lutte. Et nous avons été très heureux en tout cas de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre Claudine. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle soirée et à nous revoir très bientôt. Merci.